Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais vous présenter les résultats préliminaires de l'étude ESPEDOL, qui est donc une étude épidémiologique des soins douloureux en fin de vie. Alors, pourquoi ESPEDOL? Donc, évidemment, on pourrait penser SP pour soins palliatifs, mais non. C'est ESPEDOL, statut de performance et douleur des soins. Donc, je développerai tout à l'heure statut de performance, puisqu'en fait, c'est l'outil qui nous a permis de cibler les patients requérant en soins palliatifs que nous avons inclus dans l'étude. Alors, comme on l'a déjà évoqué précédemment, au CNRD, et donc la préoccupation, les priorités ont toujours été depuis 2002, depuis sa mise en place, et donc c'était une priorité du deuxième plan douleur. La priorité a été de s'occuper de prise en charge de la douleur provoquée par les soins. Et on sait que même en 2016, cette douleur provoquée par les soins est parfois encore sous-estimée par les professionnels de santé. Et ce que l'on sait, c'est que quand cette douleur provoquée par les soins est identifiée, elle peut être prévenue, traitée ou évitée. Donc, comme on l'a dit précédemment, on a toujours voulu au CNRD attester de cette réalité de la douleur provoquée par les soins, donc au décours de deux grandes études épidémiologiques. La première en 2005, l'étude EpiPain réalisée chez les nouveau-nés en réanimation néonatale, et la deuxième en 2010, l'étude Regard, donc une étude sur la prise en charge de la douleur provoquée chez les sujets admis dans des établissements gériatriques. Et bien sûr, tout ça rentrait dans les priorités du troisième plan 2006-2010, qui s'intéressait particulièrement aux populations vulnérables et fragiles. Alors, les patients requérant en soins palliatifs, bien sûr, ils ont des douleurs liées à leur pathologie et ils ont aussi des douleurs provoquées par les soins. Comme on le sait, ces douleurs provoquées par les soins sont répétitives, elles peuvent être délétères, avoir un impact sur la qualité de vie, que ce soit de l'anxiété, de la fatigue, de la dépression. Elles peuvent compliquer la prise en charge des soins, voire le refus de soins jusqu'à la phobie des soins. Alors, il faut savoir, d'après le dernier rapport de l'Observatoire national de la fin de vie, que le nombre des patients décédés suite à une maladie susceptible de relever de prise en charge incluant des soins palliatifs, donc ce nombre est croissant, puisque en 2008, il y avait plus de 320 000 personnes en 2008 qui étaient concernées. Alors l'objectif de notre étude ESPEDOL, c'était de réaliser un état des lieux, de tous les gestes et procédures chez ces patients en fin de vie et de bien sûr évaluer leur douleur. Donc on a repris un petit peu la même méthodologie que les deux études précédentes. On a juste changé sur le jour du recueil. Et donc on a réalisé cette étude dans trois types de structures: en hospitalisation conventionnelle, en hospitalisation à domicile adulte et dans une unité de soins palliatifs. Puisque notre problématique, avant de démarrer cette étude, c'était de dire mais comment on peut identifier un patient qui est requérant en soins palliatifs? En effet, comme on le sait, les trajectoires de fin de vie sont complètement différentes, les évolutions des pathologies sont complètement différentes. Le mot même fin de vie, que veut-il dire? Si on se place du côté du patient, il n'a pas le même sens que celui peut-être du côté du soignant ou de la famille. Soins palliatifs en cours, qu'est-ce que cela veut dire? Et puis, on le sait bien qu'en fonction de l'établissement où le patient est pris en charge, que ce soit en MCO, en SSR, si le patient a un lit identifié soins palliatifs, s'il est suivi par une équipe mobile de soins palliatifs, on sait très bien qu'il y a beaucoup de choses administratives pour caractériser le soin palliatif. Et donc, nous, en tout cas, on s'est dit, puisque d'après le rapport de l'ONFV, 64% des personnes susceptibles de relever de soins palliatifs mouraient et décédaient à l'hôpital, on a donc vraiment décidé de faire notre étude à l'hôpital et dans une unité de soins palliatifs. Alors, au niveau de la méthode, il nous fallait avoir un outil, on va dire, objectif pour essayer d'identifier les patients requérant en soins palliatifs. Donc, on a utilisé le Palliative Performance Scale, qui est un dérivé de l'indice de Karnofsky, donc qui est de 0 à 100%, et qui peut estimer aussi la durée de survie des patients. Donc en fait, ce sont des niveaux de performance d'autonomie, d'où le nom de ESPEDOL du début.
Et cet outil mesure 5 dimensions fonctionnelles, que ce soit la mobilité, l'activité du patient, l'intensité de sa pathologie, son autonomie, la façon dont il peut s'alimenter ou ne peut plus s'alimenter et son état de conscience. Ce PPS permet de prédire, on va dire, la probabilité de survie, que ce soit pour une pathologie cancéreuse ou non. Et donc, vous avez les références, puisqu'en fait, cet outil existe depuis des années 1990 et donc et a été mis en place à Victoria Hospital au Canada. Et donc, en oncologie, on parle de décision avec une démarche palliative quand les patients ont un PPS inférieur ou égal à 60%. Donc voilà ce PPS. Donc je ne sais pas si c'est très lisible. Oui, c'est pas mal. Donc en fait, pour évaluer un PPS, donc par exemple, on regarde d'abord la mobilité. Si on prend par exemple autour de 40%, on verra que c'est un patient qui est surtout alité. En termes d'activité, d'intensité de la maladie, il est incapable d'accomplir la majeure partie de ses activités car sa pathologie est avancée. Quand on regarde au niveau de son autonomie par rapport aux soins d'hygiène et aux soins de confort, d'alimentation et d'hydratation, on voit qu'il a besoin d'une assistance la plupart du temps. Et pour l'alimentation, elle est normale ou diminuée. Et l'état de conscience, normal, somnolent, plus ou moins confus. Et la difficulté de ces patients, c'est que ce PPS peut évoluer au cours d'une même journée. Alors donc, nous avons, donc, en termes de méthode, fait une enquête observationnelle un jour donné, donc c'est-à-dire de minuit jusqu'au lendemain 23h. Nous avons inclus des patients âgés de 18 ans ou plus, porteurs d'une pathologie grave et évolutive, avec un PPS inférieur ou égal à 60%. Et bien sûr, en unité de soins palliatifs, tous les patients ont été inclus. Cette enquête, les soignants en temps réel, quels qu'ils soient, médecins, infirmiers, soignants, kinés, ont recueilli dans un cahier d'observation dédié la nature, la durée du geste, l'opérateur, le nombre de tentatives pour réaliser ce geste, les traitements antalgiques et ou sédatifs de fond, et ont noté également l'analgésie spécifique pour le geste. Concernant l'évaluation de la douleur, les patients capables de faire de l'auto-évaluation se sont évalués avec une échelle numérique. Et pour tous les patients, qu'ils soient capables ou non, il a été demandé une hétéro-évaluation avec une échelle numérique attribuée et avec l'échelle Algo+. Et pour finir, à G8, on recueillait le statut du patient pour savoir s'il était vivant ou décédé. Les résultats. Nous avons donc inclus 150 patients de mai 2015 à février 2016. Donc 59 patients pour l'unité de soins palliatifs, la maison médicale Jeanne Garnier. 55 patients dans les hôpitaux Saint-Antoine et Tenon, dans les services de neurologie, oncologie médicale, pneumologie, néphrologie, médecine interne. 36 patients en HAD adultes de la PHP dans les unités de soins Fernand Vidal, Ambroise Paré, Antoine Béclair et Avicenne. Alors, nous avons donc, sur ces 150 patients, il y avait 55% de femmes, 82. L'âge médian de ces patients était de 70 ans, avec des extrêmes de 18 à 102 ans. Il y a 7 patients sur les 150 qui sont sortis avant la fin des 24 heures de recueil, 2 pour décès, 4 pour transfert, 1 retour au domicile. Et à G8 du recueil, 19 patients sur ces 150 patients étaient décédés, 11 en unité de soins palliatifs, 5 en HAD et 3 en oncologie médicale. Quand on regarde un petit peu les pathologies de ces patients, on voit que 73,3% de ces patients avaient des maladies cancéreuses. Ensuite viennent les pathologies neuroévolutives, pathologies cardio-évolutives, pathologies respiratoires évolutives et pathologies rénales évolutives. Quand on regarde un petit peu les niveaux de PPS et d'autonomie, donc on voit que 11 patients avaient un PPS à 60%, donc c'est les patients qui sont le moins dépendants, on va dire, et qui ont le moins d'altération des fonctions cognitives. Ensuite, 28 patients, un PPS à 50%, 33 patients, un PPS à 40%, 44 patients, un PPS à 30%, 23 patients, un PPS à 20%, 11 patients, un PPS à 10%.
Quand on s'intéresse un petit peu aux antalgiques en cours qui étaient prescrits, donc 109 patients sur les 150 avaient un traitement de fond antalgique a été noté sur ce cahier le palier maximum OMS. Il y avait donc 73% de palier 3, 11% de palier 2, 15% de palier 1. 26 patients sur les 150 avaient un traitement pour douleur neuropathique et 56 patients sur les 150 avaient un traitement anxiolytique. 37 qu'on a considérés à dose conventionnelle, 19 qui à dose élevée pour une sédation. Dans notre recueil, nous n'avons pas relevé ni les dosages, ni les posologies, ni les prescriptions et les changements de posologie au cours de la journée. Concernant les gestes, donc, au total, ont été colligés dans ces cahiers d'observation 1412 gestes. 77,5% ont été réalisés le jour, 22,5% ont été réalisés la nuit et ont demandé le nombre de tentatives. Et on voit que, globalement, ils ont été réalisés en une seule tentative pour 96% des cas. Quand on regarde un petit peu les opérateurs et qui a réalisé ces gestes, on voit que 432 gestes sur 1412 ont été réalisés par des aides-soignantes, 419 par des binômes de soignants, que ce soit deux aides-soignantes, une infirmière, une aide-soignante, un kiné, une aide-soignante, etc. 419 par des infirmières. Quand on regarde un petit peu les catégories de gestes, donc on s'est référé donc depuis l'étude EpiPain en 2005, donc qui avait classifié un petit peu tous les gestes en catégories de gestes, on voit que 62% de ces gestes étaient des soins d'hygiène et de confort, d'aide à l'alimentation et d'aide à l'hydratation. Viennent ensuite 12% pour les ponctions effraction, 10% de gestes divers, et donc c'était majoritairement des prises de constante, 5% de mobilisation et transfert, 4% de sonde et aspiration, 3,5% d'actes de kiné et presque 3% de pansement. Ensuite, voilà le point très intéressant, on en parlait déjà tout à l'heure, quand on regarde l'analgésie pour le geste, sur 1412 gestes, eh ben, 13% ont été réalisés avec une analgésie. Quand on regarde un petit peu de plus près quelle analgésie, on voit qu'il s'agit de morphine essentiellement, que ce soit en bolus, en sous-cutané ou en péros. Donc vous pouvez voir aussi les autres moyens antalgiques qui ont été utilisés. On trouve un peu de paracétamol, du midazolam, de l'EMLA, du Méopa, des associations palier 3 et midazolam, des associations palier 3 et Méopa, de l'Axilo, etc. Quand on regarde l'évaluation de la douleur, 106 patients sur les 150 patients ont été capables de faire de l'auto-évaluation et donc 750 gestes ont pu être évalués avec une échelle numérique. Au niveau de l'hétéro-évaluation, 1214 gestes ont pu être évalués avec une échelle numérique attribuée par le soignant et 1269 gestes par l'échelle AlgoPlus, soit presque 90% des gestes. Alors, on a voulu un petit peu donc sur les gestes douloureux, donc sur les gestes, il y a 228 gestes sur l'ensemble des gestes, donc qui étaient associés à un score douloureux, c'est-à-dire avec un AlgoPlus supérieur ou égal à 2, puisque c'est le seuil thérapeutique. Donc bien sûr, évidemment, il s'agit de soins d'hygiène et de confort, puisque à 70%, puisque les soins d'hygiène et de confort étaient les gestes les plus fréquents relevés dans cette étude. On a donc, pour rappel, 185 gestes seulement réalisés avec une prémédication ou un avant-soin. Et donc, 74 gestes restent douloureux malgré l'avant-soin, c'est-à-dire une AlgoPlus supérieure ou égale à 2. Ça fait quand même 40% des gestes qui restent douloureux. Et donc, on a été un petit peu regardé dans cette première analyse préliminaire quels étaient le type de patients. Donc en fait, il y a 33 patients qui sont concernés par ces gestes qui restent douloureux malgré un avant-soin. Ces patients avaient un âge médian de 69 ans, donc on ne s'éloigne pas de notre médiane générale, avec des extrêmes, donc des patients entre 54 et 93 ans. Il y avait 22 femmes. Les pathologies étaient majoritairement oncologiques. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a été regarder les scores de PPS de ces patients qui restent douloureux malgré un avant-soin. Et on voit que 12 patients avaient un PPS à 30%, 9 patients un PPS à 20%, 6 patients un PPS à
10%. Et donc, on sait que ce sont donc les patients les plus fragiles et les plus vulnérables. Donc pour finir, pour la discussion, donc on peut discuter autour de l'utilité de ce Palliative Performance Scale pour essayer de cibler les patients requérants en soins palliatifs. Alors bien sûr, soins palliatifs et cancer, mais il ne faut pas oublier toutes les autres pathologies. On peut dire que dans cette étude, l'AlgoPlus a été bien accepté, bien que ce ne soit pas une échelle qui soit validée pour la douleur aiguë provoquée par les soins. C'est une échelle qui est validée pour la douleur aiguë chez le sujet âgé ou dyscommunicant. Mais nous l'avions déjà utilisée dans l'étude Regard et pareil, les soignants l'avaient utilisée et bien acceptée. Donc on voit que majoritairement, donc, ce sont des soins d'hygiène, de confort, d'aide à l'alimentation, à l'hydratation, donc qui sont réalisés chez ces patients en fin de vie. Donc on sait bien que la fin de vie, c'est un facteur aggravant, donc les patients sont très fragiles. Le questionnement par rapport à tous ces résultats, c'est la morphine. Certes, elle est utilisée. Faut-il aller plus loin ou différemment, puisque 40% des gestes restent douloureux malgré un avant-soin. Donc on est en train donc de finaliser l'analyse et donc on pourra, j'espère bientôt, vous communiquer tous ces résultats et on est donc en train d'écrire l'article. Je tenais à vous remercier, donc je vous remercie pour votre attention. Le CNRD, toute l'équipe remercie, mais vraiment les soignants, toute l'équipe d'encadrement, les médecins de tous les services pour leur implication et leur travail au cours de cette étude. Je vous remercie.